pense que je vais me sentir coupable toute ma vie, mais le temps fait son œuvre. Je me suis un peu... j'ai un peu fait la paix avec ça, mais pas totalement. Coupable d'être en santé, coupable de ne pas avoir été là, coupable de ne pas avoir compris qu'André se détériorait de plus en plus. Pourquoi j'ai pas vu que ça allait pas? Pourquoi j'ai pas compris? Pourquoi j'ai pas fait A plus A est égal à B? T'sais, 1 plus 1 est égal à 2. Ça, je l'ai pas vu. Pourtant, tous les signes étaient là, qu'André allait probablement se suicider. Vous écoutez Centré sur l'équilibre, le balado du Stromspa nordique. Découvrez un contenu bien-être avant-gardiste et audacieux offert en partenariat avec nos collaborateurs aux expertises variées. Joignez-vous à nous dans cette quête d'équilibre, un épisode à la fois. Bienvenue à un nouvel épisode. C'est Evelyne avec vous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va passer du temps avec Michèle Ouimet. On va parler de proche aidance aujourd'hui. Michèle Ouimet, vous la connaissez, c'est une grande reporter. On l'a lu dans les pages de la presse pendant très, très longtemps. Elle est également romancière et c'est son dernier livre qui nous amène à cette invitation et à cette conversation d'aujourd'hui, Ma bête de Michèle Ouimet aux éditions Boréal. Bonjour Michèle. Bonjour Evelyne. C'est un livre qu'on ne peut pas déposer quand on le commence. C'est un livre qui est intitulé Roman. Mais c'est-tu vraiment un roman ou c'est un récit, Michèle? Je tenais à ce que ça soit un roman, à ce que mon éditeur a respecté, parce que j'avais besoin d'un espace de liberté. Quand j'ai commencé à l'écrire, je ne savais pas jusqu'où j'irais dans la vérité, dans les faits réels, mais j'avais besoin de cet espace-là. J'avais besoin. Et aussi, André a passé 6 mois et demi, dans une unité psychiatrique, et je voulais créer des personnages dans une unité psychiatrique. Je voulais que cette unité psychiatrique-là soit vivante. Donc, c'est des éléments de roman. J'ai changé les noms de tout le monde, sauf ceux d'André et moi. Et c'est ça, j'avais besoin. Et j'ai aussi fait de la fusion. J'ai fusionné quelques dates là, pour la fluidité du récit. Et c'est pour ça que ça s'appelle roman. Mm-hmm. Et aussi, c'est bien que le lecteur se demande quelle est la part du réel et de la réalité, un peu comme un voile de pudeur entre les lecteurs et moi. Alors, Ma bête, ça raconte votre histoire d'amour. J'ai envie de le présenter comme ça. Votre histoire d'amour avec votre conjoint de 30 ans, André. André qui a reçu plusieurs diagnostics de Parkinson, de démence, qui était dépressif, qui était anxieux. C'est donc un récit de proche aidance en santé mentale avec une personne qui est encore là, mais qui n'est plus tout à fait lui. Pourquoi écrire ce livre-là? Pourquoi le besoin de raconter cette histoire-là d'abord? Bien, après la mort d'André, André s'est suicidé. Donc, pour moi, j'avais comme tenu à bout de bras André pendant quelques années. Pendant des années, il y a eu son premier diagnostic en 2014, mais ça s'est vraiment détérioré à partir de fin 2019-2020. Il est décédé 3 ans et demi plus tard. Donc, j'étais épuisée, puis il y avait comme un chaos. Et j'avais besoin de mettre de l'ordre dans ce chaos. J'avais besoin de raconter, un peu peut-être pour me retrouver, et aussi pour expliquer comment ça peut être difficile là, de s'occuper de quelqu'un qui est très malade. Alors, et je tenais aussi à raconter notre histoire d'amour parce que je ne voulais pas parler que de la maladie parce que le livre aurait été beaucoup trop sombre au secours. Et aussi parce que je ne voulais pas qu'André soit réduit à un homme malade, dépressif, anxieux, qui a le Parkinson. Donc, en racontant notre histoire d'amour, on voyait que André est un homme très aimant. Bon, on était un couple atypique. J'étais pas une blonde évidente non plus. Je me suis pas donné le beau rôle là-dedans nécessairement. Alors, tout ça, je trouvais ça intéressant, cette dynamique-là là, entre André, mon amoureux, et ensuite André, malade. Oui, je pense que c'est même le titre qui lui convient le mieux, c'est-à-dire André, amoureux. Et vous aimez passionnément, oui, Michèle. Oui. André m'a beaucoup aimé, je dois avouer. C'est drôle parce que moi, j'ai eu une relation passionnelle avec ma mère, fusionnelle. J'ai adoré ma mère. Et pour moi, c'est comme si l'amour ne pouvait pas être en bas de la façon dont ma mère m'aimait. C'est comme ça qu'on aime, pas en bas de ça. La barre était très haute, mais André l'atteignait sans problème. Il m'aimait avec tous mes défauts. Et des fois, quand je me fâchais. Ma mère c'était une Italienne. Quand je me fâchais, là, j'étais vraiment pompée. L'André, des fois, il me disait « Oh, ma belle Italienne. » Alors, c'est sûr que ça me désamorçait. Là. Il a même accepté que vous ne viviez pas ensemble. Oui, et ça, c'était difficile parce qu'André voulait qu'on vive. On était 30 ans ensemble. En 30 ans, on a vécu une bonne douzaine d'années ensemble. Le reste du temps, chacun de notre côté, entre autres parce que lui avait un enfant. Moi, j'avais un enfant. La famille reconstituée ne me tentait pas du tout.
Je suis pas une personne qui fait des compromis facilement dans un intérieur. Je peux même être un peu tyrannique, avouons-le. Et puis un peu beaucoup control freak. Mais donc, je ne voulais pas mélanger nos vies. Et quand le fils d'André est parti en appartement, et Sophie était déjà partie, mais tout naturellement, on a vécu ensemble. Et à mon grand étonnement, j'ai aimé ça, vivre avec André. Mais il n'y avait plus de contraintes, là. Non, vous étiez amoureux, dédiés l'un à l'autre. Les enfants étaient grands, là. Oui. On avait des visions très différentes. Quand j'ai rencontré André, son fils avait 4 ans. Alors, et on avait des visions très différentes de l'amour. Pour lui, André, l'amour, c'est la conjugalité. Un couple, un vrai couple vit ensemble. Moi, ça me tapait ses nerfs. Je disais, arrête, reviens-en, là, tu sais, du vrai couple. On peut être un vrai couple sans suivre la norme et sans vivre sous le même toit. Alors, il y a eu beaucoup d'allers-retours. Alors, André, il se rapprochait, là. Au début, il vivait dans le même quartier, mais quelques rues plus loin. Ensuite, il a déménagé de billets à chez nous, puis là, finalement, chez nous. Vous alliez le rejoindre la nuit quand vous dormiez pas, juste traverser la rue, c'est pratique quand même. C'est ça, c'est ça. Mais André, il acceptait ça. Il a bien vu de toute façon qu'il n'y avait rien à faire, là. Ouais. J'aimerais qu'on parle un peu plus de votre André, parce que dans le livre, il y a votre André. L'André que vous aimiez, celui qui était disponible, qui était entier, et le André malade. On va s'attarder plus tard au André malade. Qu'est-ce que vous retenez de votre André? Mon vrai André? Oui. Qu'est-ce que vous aimiez chez lui? Non, je lui ai souvent dit, j'aime la façon dont tu m'aimes. Bon, j'ai l'air égoïste en disant ça, c'est affreux. Et aussi, André, il avait une grande générosité du cœur, toujours prêt à aider, toujours... mais en même temps, il poussait. Il poussait parce qu'il voulait qu'on vive ensemble. Plus il poussait, plus je résistais. Donc, c'est un peu notre dynamique. Mais puis j'ai eu comme un coup de foudre. Là. Le premier soir, je l'ai rencontré dans ce party. On a couché ensemble le premier soir, ce que je n'avais jamais fait. Donc, il y avait quelque chose. Il y avait une chimie aussi, une grande chimie entre nous. Il était beau. C'est un bel homme, un blond aux yeux bleus. Mes amis le trouvaient tout le temps, le trouvaient tellement beau. Mais moi, j'aimais plus les bruns ténébreux. Puis là, je tombais sur un blond aux yeux bleus, un vrai blond aux yeux bleus. Mais c'est un bel homme, ça, c'est sûr, c'est sûr. Et puis aussi, quand je partais en reportage à l'étranger, il était toujours là pour m'accueillir après. Bon, il haïssait ça pour mourir parce que je lui disais, bon, ce soir, je pars au Liban, là. Oui, mais c'est dangereux, il y a une guerre. Je sais que c'est dangereux, puis que la guerre, viens-tu me reconduire à l'aéroport? Pauvre André, il venait quand même me reconduire. Donc, il était là, il était très présent. Mais il était très respectueux de vous, de vos choix, de vos besoins, de vos limites. Je me rappelle une fois, j'avais été en Iran, justement. L'Iran est en ébullition présentement. Puis quand j'étais revenue, il m'avait dit, bon, c'est ton dernier reportage à l'étranger. Et je me suis dit dans ma tête, il ne me connaît pas, c'est au début de notre relation, tu sais. C'était en 95, je crois que j'ai été en Iran, puis on s'était rencontrés en 93. Donc, ça n'a pas été mon dernier reportage. Non, vous êtes allés ensuite Syrie, Afghanistan. Oui, c'est ça. Mais à chaque fois, il m'obstinait. Puis à un moment donné, il a compris, puis il a baissé les bras. Il dit, je comprends que pour toi, c'est une passion, c'est important, c'est ton travail. Puis à partir de ce moment-là, ça s'est placé. On se réconciliait par courriel. Donc, c'était ça, André. Ouais. Puis on a vécu beaucoup de moments ensemble. On allait camper l'été à Cape Cod. On voyageait, on a vécu à Paris. Donc, beaucoup de moments de complicité, là, de plaisir ensemble. Ça n'a pas changé tout d'un coup. À 65 ans, arrive un premier diagnostic, celui de Parkinson, si je ne me trompe pas. Oui. Vous étiez un peu insouciant, je pense. Le Parkinson, je ne connaissais rien sur le Parkinson. Il n'y a pas de maladie dans ma famille. Le Parkinson. Bon, on va vivre avec. On sait qu'il y a des tremblements. C'est pas toujours ça, ceci dit. Oui. Mais André, ça a commencé, sa main tremblait, puis on tremblait, puis on était dans un café. J'ai dit, André, ta main tremble. Non. Je l'ai filmé à son insu, puis quand on est revenu à la maison, je lui ai dit, regarde, André, tu vois, tu trembles. On va aller prendre un rendez-vous avec son médecin. Son médecin dit, il faudrait consulter un neurologue. Dans ma tête, je me suis dit, c'est pas bon signe. Et le diagnostic est venu très rapidement. Mais me battre contre une maladie physique, ça, je suis capable. Mais après, quand tu as eu le diagnostic de la démence, là, j'étais comme un peu effondrée parce que ma mère faisait de l'Alzheimer. Et là, c'est le deuil blanc. Le deuil blanc, c'est-à-dire que la personne qu'on aime, la personne qui n'est plus tout à fait la même parce qu'elle est diminuée à cause des troubles cognitifs, que ce soit l'Alzheimer ou la démence. Donc, j'ai vécu le deuil blanc avec ma mère et je l'ai revécu avec André. Ouais. Et ça, c'est difficile. Ceci dit, au début, c'était pas clair que c'était de la démence. Non. Ça a un nom un peu accouché dehors. Aphasie primaire progressive de type sémantique. Oui. Bon, on se fait dire ça, on se dit, bon, très bien, merci, au revoir. On est sorti du bureau de la neurologue, je lui dis, ces explications, c'est une femme vraiment très dévouée, vraiment très gentille, sa neurologue, que j'aimais beaucoup. Elle aimait beaucoup André aussi. À la mort d'André, elle m'avait dit, vous savez, André, c'était tout un personnage. Alors,
Elle nous a donné de longues explications, très scientifiques. On est sortis de là. As-tu compris quelque chose? Non, toi? Non. Bon, t'attends-tu de manger des sushis? Puis on est parti. On a pris ça à la légère. Mais c'est des années plus tard, quelques années plus tard, que j'ai compris que aphasie primaire progressive était un synonyme de démence frontotemporale. Donc, Et c'est une dégradation. C'est ce que Bruce Willis a. Une dégradation donc du cerveau. Et ça a quel effet au quotidien? Qu'est-ce que vous avez remarqué au départ? Ben, il y avait la mémoire d'André qui se dégradait, mais pas la mémoire récente, mais la mémoire ancienne aussi qui est affectée. Donc, c'est comme si, je me rappelle, il y avait un neuropsy qui montrait des images à André. Ça, c'est quoi? André disait un canard. Ça, c'est quoi? C'est une épée. Puis là, il montre d'autres images. Il arrive à un compas. André n'avait aucune idée c'était quoi. Pourtant, il étudiait en géographie. Il a perdu le mot. Ça s'est effacé de sa mémoire et ça ne reviendrait plus jamais parce que dans le lobe frontal et le lobe temporal, dans ces deux lobes-là, les neurones meurent. Donc, l'information meurt. Les neurones, c'est comme le système électrique d'un cerveau. Donc, à partir du moment où les neurones meurent, ben, et puis, donc, il y a des communications qui ne se font plus. C'est comme s'il manquait des ponts, et là, ça ne se rendait plus. Donc, il y avait ça. Des fois, je fais retrouver, je ne sais pas moi, une brosse dans le frigidaire, des trucs qui n'avaient pas d'allure, la mémoire aussi, le sens de l'orientation. André qui avait toujours eu un sens de l'orientation impeccable. C'était à droite? Non, je pense que c'était à gauche. Il était convaincu que c'était à droite. Donc, son sens de l'orientation, l'inhibition aussi qui était affectée. Donc, il y a beaucoup de choses dans ces lobes-là. Ça, c'est moins connu, mais c'est plus troublant, je pense. L'inhibition, c'est donc se mettre nu, c'est dire tout haut ce qu'on pense. Ça se manifestait comment pour André? Quand André faisait des crises, il se mettait nu à l'unité psychiatrique. Il se mettait nu, puis il courait après les patients pour les étouffer. C'est le terme qu'il utilisait, parce que les psychiatres n'ont pas vraiment compris pourquoi il faisait des crises comme ça, pourquoi il y avait des épisodes psychotiques, est-ce que c'était lié à son trouble anxieux, sa dépression, son Parkinson, son aphasie. Il y avait tellement de choses, là. C'est difficile à départager. Mais le fait qu'il se mette nu, probablement que c'était parce que son inhibition était affectée. Il n'y avait plus d'inhibition parce que c'est logé dans soit le lobe frontal, soit le lobe temporal. Donc, il y avait beaucoup de manifestations, mais tranquillement. Et au début, on riait. Je lui disais, non, André, on ne mange pas de poulet ce soir, on mange du poisson. Ben oui, du poisson. Puis là, on disait qu'il faisait de l'aphasie alimentaire plutôt que de l'aphasie sémantique. Oui, l'humour vous permettait un peu de casser le drame, là. Mais à un moment donné, c'était plus possible. Là, parce que aussi, le second degré, ça, non plus. C'est évacué à un moment. Et aussi la mémoire, on regardait Puis André faisait aussi de la prosopagnosie. C'est la difficulté à reconnaître les visages. Donc, c'est pour ça que dans mon livre, je parle Ma femme est un chapeau de Oliver Sacks, qui était un psychiatre britannique, parce qu'il raconte tous les cas les plus étranges qu'il a vus dans sa carrière, dont cet homme-là qui faisait de la prosopagnosie. Et son cas était tellement grave qu'il ne se reconnaissait même plus lui-même quand il regardait en miroir. Donc, André souffrait de ça. Alors, vous imaginez regarder une série à la télé avec André, là? Oh, ça doit être enrageant. Mais c'est qui, lui? Voyons, André, c'est le meurtrier. Comment ça, le meurtrier? Oui, je comprends. Donc, au quotidien, ça se manifestait de différentes façons jusqu'au jour où vous avez dit m'étouffer. Il vous a dit qu'il voulait vous étouffer. Ça a commencé par je pense que je t'aime plus. Moi, je partais à rire. André puis m'aimer, impossible. Et là, c'est revenu à quelques reprises. Puis à un moment donné, il m'a dit, je pense que j'ai envie de t'étouffer, sans agressivité. J'ai dit, m'étouffer, qu'est-ce que tu veux dire? Ensuite, il y avait un couteau, le couteau à pain. Je pense que j'ai envie de te le rentrer dans le ventre. Donc là, ça commençait à être de plus en plus précis. Puis moi, je me suis dit, voyons, ça se fait pas. Puis j'ai appelé sa psychiatre, puis elle m'a dit, écoutez, ça peut être dangereux parce qu'il n'est pas dit qu'il ne passera pas à l'acte. Alors, puis finalement, un jour, je travaillais, puis il est venu dans mon bureau, très près de moi, puis il m'a dit, j'ai vraiment envie de t'étouffer. Puis ses yeux changeaient. Je voyais qu'il était comme déconnecté de lui-même. J'avais appelé sa psychiatre, elle m'a dit, il faut que vous alliez à l'urgence immédiatement. C'est dangereux. Ça, c'était le André malade? Oui. Oui. André, ça le rendait tellement malheureux parce qu'après cet épisode-là, il me disait, tu sais que jamais je te ferais de mal, je t'aime tellement. J'ai dit, oui, mais ça, c'est le André malade qui veut me faire du mal. J'ai pas peur de toi, André, je t'aime, mais le André malade commence à me faire peur. Oui, et il y a plusieurs moments dans le livre Ma bête, Michel Ouimet, où
On a peur pour vous aussi. Là. Il y a des moments où... Il y a un moment en particulier où vous avez passé proche. Là. Ah oui. Mais là, je voyais bien qu'André se détériorait. Et parce qu'il y a eu une première hospitalisation qui a duré 5 mois. Il y a eu des électrochocs. Après, on a eu 1 année et demie de grâce. Mais après, il s'est détérioré de nouveau. Et moi, j'ai rien vu. Je me suis mis la tête dans le sable. Mais je voyais bien qu'André allait pas bien. Alors, il a quitté la RPA, la résidence pour aînés où il vivait. Parce qu'il a préféré qu'on ne vive pas ensemble à cause des menaces. Mais André ne pouvait pas rester à la RPA. Ça n'avait pas de bon sens. Donc, il est venu chez nous. Pendant 2 semaines, ça s'est détérioré de plus en plus. Tous les signes étaient là. Mais c'est comme si je ne voulais pas voir qu'André pouvait de nouveau me menacer. Je me dis, mais non. Je vais voir ça venir. Je le connais, André. Je le connais par cœur. S'il a envie de m'étouffer de nouveau. Mais je n'ai rien vu, dans le fond. On s'est couché un soir. Et là, André est devenu vraiment très agressif et déchaîné. Parce que quand il y avait des épisodes comme ça à l'unité psychiatrique, il se mettait à 3 infirmiers assez baraqués pour lui sauter dessus, puis ils avaient de la difficulté à le maîtriser. Donc moi, quand j'ai vu André, il était à 11h le soir, dans cet état-là, tout de suite, j'ai sauté, j'ai pris mon téléphone, j'ai crié André, j'appelle le 911, touche-moi pas. J'ai appelé le 911 parce que je savais, ces 3 gars baraqués ont de la misère à le maîtriser. Moi, 5 pieds 1, tout mouillé, c'est sûr que j'y arriverais pas. Puis André était déconnecté de lui-même. Je savais qu'il était dangereux. Là, le 911, la femme était d'un calme incroyable. Mais ils font un métier, ces gens-là. Elle m'a dit, OK, on envoie les policiers. Ben, j'ai dit, faudrait que les policiers arrivent comme là. C'est comme urgent. Elle m'a dit, sortez, madame. Mais il faisait froid. Puis mon manteau, il y avait moi, il y avait André, puis il y avait le manteau. Fait que j'ai réussi à prendre mon manteau. Là, André jetait des objets dans la maison. J'ai eu le temps d'accrocher mes souliers, mes running. Je suis sortie. Puis une fois dehors, j'ai dit à la dame du 911, c'est correct, je suis dehors. Je me suis dit, qu'est-ce qu'André est en train de faire dans la maison? Est-ce qu'il est en train de tout casser? Est-ce qu'il est dangereux pour lui-même? Là, les policiers sont arrivés. 2 policiers de 30 ans, toutes minces, toutes fluettes. J'ai dit, je pense pas que vous pouvez faire le poids avec André. Il est en crise. Puis ils ont dit, pas de problème, madame, on appelle du backup. Fait qu'ils ont appelé du backup. Et je pense qu'il y avait 6 policiers chez nous, 2 ambulanciers. Tout le monde se pliait ses pieds dans la chambre. Puis André a été de nouveau hospitalisé. Oui, mais ce que vous dites pas, c'est que vous avez, malgré tout, escaladé chacun des étages pour être présente. Vous l'avez habillé. Vous en avez quand même pris soin. C'est parce que les policiers m'ont dit, on va monter. Quand les policiers sont arrivés, le backup est arrivé, il y avait plein de policiers, puis ils m'ont dit, vous restez en arrière. Je fais, oh oui, moi, je reste en arrière, vous me connaissez pas. Alors, vous savez que je suis grand reporter, que je suis allée en Afghanistan, au Rwanda, vous savez qui je suis? Mais surtout que j'ai une petite caractère. Fait que là, j'ai dit, non, je vais pas abandonner André, là, aux mains de tous ces gens-là. Là. Alors là, ils sont montés au 3e étage, qu'on vivait au 3e. Moi, je suis montée jusqu'au 2e. J'ai écouté, j'entendais rien. Je suis montée jusqu'au 3e. Je suis rentrée dans la chambre et j'ai vu tous ces gens-là autour d'André. André s'était couché puis il disait, je suis paralysée. Mais je connaissais bien ces symptômes-là. J'ai dit, vous me permettez d'intervenir? Ils ont dit oui. Je dis, regarde, André, t'es pas paralysé. Regarde, assis-toi. Tu vas aller à l'hôpital, ça va te faire du bien. Je l'ai assis dans le lit. Il s'est assis avec mon aide. Je lui ai mis son T-shirt, ses bas. L'ambulance, il a dit, parfait, madame, à partir de ce moment-là, on prend la relève. Puis j'ai dit, je veux aller à l'hôpital avec lui et j'aimerais qu'il aille à Notre-Dame parce que c'est là qu'il est soigné. Ils ont vraiment été formidables. Mais c'est admirable de votre part aussi. Vous aviez peur pour votre vie. Vous avez oui, mais là, j'étais entourée par des policiers. Là. Oui, mais malgré tout, vous êtes allé avec lui et vous ne l'avez pas lâché. Je sais que vous avez l'impression que vous l'avez lâché, Michel. C'est pas l'impression que j'ai eue en tant que lectrice. Dès le départ, vous avez pris votre retraite éventuellement, vous avez voyagé ensemble, mais petit à petit, vous êtes devenu pour André sa garde-malade, la personne qui s'occupe des rendez-vous, des pilules, sa mémoire, vous étiez sa scribe, vous étiez... Son archiviste. Son archiviste surtout, parce qu'il y a des rendez-vous qui se multiplient, il faut se déplacer. Ça occupait combien de votre temps dans une semaine? Ben, ça occupait beaucoup. Mon espace mental, ça occupait, je dirais, presque 100% de mon espace mental parce que j'étais toujours inquiète. Et organiser tous ces rendez-vous de grands malades, c'était comme un agenda de ministre. Et il fallait que je sois à tous les rendez-vous. Et c'était la COVID. À un moment donné, il y avait un rendez-vous chez un cardiologue, puis on m'a dit, non, à l'hôpital, non, vous rentrez pas, c'est la COVID. Oui, je rentre. Il n'y a aucune mémoire, il a besoin de moi. Je rentre. Je suis son disque dur. Oui, c'est ça. Alors, quand ils voyaient ma détermination, en général, ils me laissaient passer. Pas en général, ils m'ont toujours laissé passer. Il faut se battre. Je me dis, bon, André, moi, je suis en santé, je suis capable de me battre. Le téléphone, ça a été mon outil de travail pendant des années. Je
peux faire du terrorisme téléphonique. Quand je sais que je vais parler à un psychiatre, je peux être fatigante, toujours polie, mais j'appelle, je rappelle. Mais les gens parce que ça arrive dans un âge où on est plus vieux, on a 70, 80, le conjoint peut être déjà un peu affaibli, peur de déranger, n'ose pas appeler, barrière de la langue, Internet, des fois. Des problèmes de langue, de communication. Ouais. Alors, les gens font quoi? Quand tu es proche aidant, là, il faut que tu sois sur un pied de guerre, là. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de ressources. Donc, il faut vraiment se battre. Mm-hmm. Il faut aller chercher toutes les ressources. Ouais. Michel, je suis très curieuse de savoir quelle est votre définition de l'équilibre? Oh, c'est une bonne question. L'équilibre, je pense, c'est quand on est heureux, ça veut dire qu'on a trouvé un équilibre. Et donc, plutôt que de définir l'équilibre, je dirais plutôt dans quel état on se trouve. Puis, être heureux et aussi la satisfaction. La satisfaction du devoir accompli, la satisfaction d'aimer, d'être aimé. Ce serait plus ça, l'équilibre. Avez-vous le bonheur facile? Oui, j'ai toujours eu le bonheur facile. Donc, vous avez l'équilibre facile? Je pense que oui. Une des choses qu'on entend beaucoup à propos des proches aidants, c'est l'épuisement. Vous dites que ça occupait 100% de votre attention. Espace mental. Oui. Ouais. Ça occupe aussi beaucoup de minutes de votre temps dans des tâches très, très concrètes. Mettre de la crème sur la peau, habiller, faire à manger, etc. On parle souvent de l'épuisement. Vous avez vécu cet épuisement-là? Pas la première phase. Là. Quand André a été très malade, il a été hospitalisé une première fois, 5 mois. Après ça, on a eu 1 année et demie de grâce. Heureusement, parce qu'il y a eu des électrochocs. Mais la deuxième phase, là, je savais trop ce qui m'attendait. Là, j'étais épuisée en partant. Je me suis dit, oh mon Dieu, je ne peux pas croire que je vais revivre ce calvaire-là. D'André couché, qui fait des crises d'anxiété, puis qui tremble, puis qui dit, aide-moi, aide-moi, aide-moi. C'est tellement crève-cœur. Une personne avec qui tu as été pendant 30 ans, puis qui est plus capable. Ça m'a vraiment épuisée. Puis ensuite, il fallait tout le temps. Ma fille était inquiète, elle était fâchée contre moi. Voyons donc, maman, ça n'a pas de bon sens. Parce que même si André vivait en résidence, il venait toutes les fins de semaine chez moi, on passait nos vacances ensemble, Noël et tout ça. C'est vrai, elle avait raison, mais je voulais pas l'écouter. Donc, et avec la pandémie, il y avait beaucoup d'isolement aussi. Donc, tout ça mis ensemble avec un système qui marche assez carré, merci. Comme le CLSC. Je ne sais pas ce qui est arrivé dans ce CLSC-là, mais tous mes appels tombaient dans des boîtes vocales. Personne ne me rappelait jamais. Donc, déjà, il faut que je tienne André à bout de bras. Je n'ai pas envie, en plus, de me battre avec le CLSC pour qu'il réponde au téléphone. Mm-hmm. Puis il y avait des règles aussi un peu arbitraires, là, les lunettes, la visière, le masque, les gants, le sarrau. C'était compliqué des fois. Oui, c'était compliqué pour rendre visite à André. Fait que vraiment, je me suis acharnée parce que je voulais j'allais voir André quasiment tous les jours. Et il fallait toujours que j'aie le masque, que je me lave les mains. Je suis venue les mains tellement crevassées à force de les laver. J'avais pas le droit de ci, j'avais pas le droit d'être dans sa chambre, j'avais pas le droit. Mais j'écoutais pas, c'est sûr. J'allais quand même dans la chambre d'André, je faisais tout ce que je voulais. Mais le personnel s'est comme habitué à moi, puis il fermait les yeux, puis il laissait faire. Vous voyez bien que j'allais là pratiquement tous les jours. Mais ça a été difficile. Mais déjà, c'est pas facile, mais si en plus il faut se battre parce que le système fonctionne mal, et puis qu'il n'y a pas suffisamment de ressources. Puis le psychiatre, qui a à peu près, je ne sais pas combien de patients, puis qu'en plus reçoit les appels fatigants de Michel Ouimet, qui n'arrête pas de demander des nouvelles de son conjoint, mais qui s'acharne, son pauvre et sa pauvre secrétaire devaient complètement... Il devait dire, oh non, pas encore Michel Ouimet, oh mon Dieu, on n'en peut tellement plus. Mais tout ça épuise. Tout ça épuise. Mais moi, je suis battante, puis je suis en forme. Je suis capable. Vous en avez fait un métier aussi. Oui, mais j'imagine les gens qui ne sont pas capables, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Oui. Il y a aussi la culpabilité. Oui. Comment ça a évolué depuis le décès d'André? Vous sentez-vous encore coupable? Ben oui, je pense que je me sentais coupable toute ma vie, mais le temps fait son œuvre. Je me suis j'ai un peu fait la paix avec ça, mais pas totalement. Coupable d'être en santé, coupable de ne pas avoir été là, coupable de ne pas avoir compris qu'André se détériorait de plus en plus. Pourquoi je n'ai pas vu que ça n'allait pas? Pourquoi je n'ai pas compris? Pourquoi je n'ai pas fait A plus A est égal à B? Et 1 plus 1 est égal à 2. Ça, je ne l'ai pas vu. Pourtant, tous les signes étaient là, qu'André allait probablement se suicider. Et je n'ai rien vu ça. Je me sentais éternellement coupable. André ne m'a pas laissé de mots. Il n'a pas expliqué son geste. En même temps, il y avait une aphasie, donc
Les mots étaient compliqués. Il y avait un Parkinson. Écrire, ça aurait peut-être été illisible. Je veux dire, il y avait un contexte J'ai quand même. fouillé les entrailles de son téléphone et de son iPad à la recherche d'un mot. Et c'est un neurologue, je pense, qui m'avait dit, vous savez, il avait le Parkinson, il tremblait, puis il manquait de mots. Donc, c'est normal. Et donc, j'ai plein de questions auxquelles je n'aurai jamais de réponse. Alors ça, il faut que j'accepte ça. Mm-hmm. Je continue quand même à échafauder des plans. Peut-être que... En fait, c'est complètement irrationnel parce que ce que j'aurais aimé, c'est qu'André me dise, écoute, je veux me suicider, veux-tu m'aider? Puis me tenir la main. C'est impossible. André n'avait pas le droit à l'aide médicale à mourir non plus parce qu'il n'était pas capable de consentir. Ouais. Ça Mais aussi, ça fait partie de ma colère. Je veux dire, c'est tellement hypothétique. Puis dans le moment, qui sait comment vous auriez réagi, mais peut-être que non, vous auriez dit non, il n'y en a pas question. Ah, c'est sûr, mais c'est tout le côté irrationnel. Ouais. Mais si, refaire l'histoire, ce qui est impossible. J'aurais aimé qu'André... C'est fou, hein, parce que André était pour l'aide médicale à mourir. Moi aussi. On n'est pas croyants ni l'un ni l'autre. On n'en a jamais discuté. Comme si André allait vivre encore 10 ans. Ouais, il y avait un peu de déni, certainement, dans cette fatalité-là, parce qu'elle n'allait pas prendre du mieux, André. Là. Non, c'est clair. Ça ne pouvait que se détériorer. Ouais. La culpabilité qu'on lit, en tout cas dans ma bête, c'était celle d'avoir posé des limites. Justement, d'avoir dit non, j'ai besoin d'un week-end ici, non, tu n'habiteras pas avec moi, on est heureux, mais je pars quand même dans mon appartement, je ne suis pas faite pour la conjugalité. Mais il y a comme cette culpabilité-là d'être soi, finalement, puis de répondre à ses besoins. Vous vous traitez d'égoïste souvent. Mais il y a aussi le fait que je ne corresponds pas au modèle de mes parents. Alors ça aussi, je pense que c'est un élément important. Mon père s'est occupé de ma mère jusqu'à la fin. Mon père avait 93 ans, il était complètement épuisé. Il s'est occupé de ma mère Alzheimer. Donc, moi, je ne corresponds pas à ce modèle-là. Mais si j'avais été vraiment une bonne épouse, je me serais occupée d'André jusqu'à la fin. Premièrement, vous n'êtes pas mariée. Deuxièmement, bonne épouse au nom de qui? Oui, c'est ça. De la société. Mais pour moi, c'était quand même... c'est ça, je ne correspondais pas au modèle de mes parents. André, le psychiatre, avait dit, pendant la première année à sa sortie de l'unité psychiatrique, vous êtes mieux de ne pas vivre ensemble parce qu'il peut être dangereux. Au bout d'un an, j'avais pas envie de revivre avec André. Là, j'étais bien. J'avais retrouvé quelques espaces de liberté. Mais André voulait qu'on revive ensemble. Ça, il y a beaucoup de culpabilité aussi autour de ça. Ouais. Comment vous voyez l'évolution de votre amour pour André? C'est-à-dire que vous étiez très amoureuse. Ouais. Il était très amoureux. Ouais. Et au fil du temps, alors que la maladie s'installe, vous êtes plus qu'une amoureuse. Vous êtes aussi, on le disait, vous êtes sa mémoire, vous êtes son organisatrice, vous êtes son taxi parce qu'un moment donné, il ne peut plus conduire. Vous êtes une proche aidante, plus. Elle est où la place pour l'amour là-dedans? Oui. L'amour est dans les souvenirs, l'amour est dans l'attachement, la tendresse pour cet homme-là, qui n'est plus André. Oui. C'était plus André. Mais je ne pouvais pas l'abandonner. Ça ne m'a même pas passé par la tête. C'était impossible. Donc, on continue, malgré tout, parce que c'est notre amoureux. C'est lui qui a été... Mais c'est le deuil blanc. Et ça, le deuil blanc, c'est plus difficile qu'on pense. Et c'est plus ou moins bien documenté, je crois. Et je l'ai vécu avec ma mère et je l'ai vécu avec André. Donc, mais pour moi, c'était inenvisageable de laisser André. Mais le fait de ne pas vivre avec lui, la deuxième année, il a renouvelé son bail. Il voyait bien, André, que ça me déchirait. Donc, il a renouvelé son bail à la résidence sans m'en parler. Et parce que moi, je le connaissais par cœur, mais lui aussi me connaissait par cœur. André était diminué, mais André existait encore quand même, là. Mais, il y avait des moments où il était votre André? Oui, il redevenait André. Je me souviens à la résidence, quand il jouait au pool, là, c'était un excellent joueur de billard. Il faisait le tour là, de la table, là, il regardait, puis il préparait son coup. Puis là, il y a quelque chose de sensuel dans ce sport, oui. On va le dire, là, la façon de bouger, de manier la baguette. Il me regardait avec son regard, là. Puis j'avais des bouffées de nostalgie de ce qu'on a été et de ce qu'on ne serait plus jamais. C'est aussi difficile. C'est des deuils. C'est vraiment des deuils. Mais
C'est ça. Mais le pire, c'est quand tu étais en crise. Puis qu'il disait « Aide-moi, aide-moi, aide-moi ». Puis il criait parce que ça lui faisait trop mal. Donc, cette impuissance-là, c'est ça que je voulais plus revivre quand il a chuté la deuxième fois. Je me suis dit, mon Dieu, non, je suis pas capable de revivre ça. Ouais. Mais je l'ai vécu quand même parce que j'avais pas le choix. Ouais. Tu n'abandonnes pas un homme avec qui tu as été pendant 30 ans. Là. Ben, il y en a qui le font. Il y en a qui le laissent dans des CHSLD ou ailleurs parce que épuisés, justement. Oui. Parce que ça devient invivable. On dit souvent que la personne qui tombe, un peu comme votre père, finalement, c'est le proche aidant aussi. Oui. Mais quand on est proche aidant, on fait un marathon. On ne fait pas un sprint, là. Fait qu'il faut prendre ça. Il faut prévoir des plages où on peut se reposer. Sinon, on n'y arrivera pas, là. Sinon, on va craquer. Donc, moi, mes plages, c'était quand André retournait le dimanche soir à la résidence. Puis la semaine, j'allais à la résidence, on soupait ensemble, je le regardais jouer au billard. Après, je retournais chez nous et on se parlait plusieurs fois par jour. Le matin, as-tu bien dormi? Le midi, qu'est-ce que tu as fait ce matin? L'après-midi, puis qu'est-ce que tu as fait cet après-midi? Tu as été à ton café, tu as joué au Scrabble. Après ça, le souper, des fois, on soupait ensemble, des fois pas. Et quand j'allais souper avec lui, je partais toujours vers 8h30 en vélo, je retournais chez moi, puis je l'appelais. As-tu pris tes pilules? Ça, j'ai tellement souvent posé. Les 18 pilules par jour. Les 18 pilules par jour. Oui, c'était toute une époque. Depuis la parution en octobre 2025 de Ma Bête, je présume que vous avez eu des témoignages de gens qui ont vécu des situations similaires. Est-ce qu'on vous écrit? Est-ce qu'on se confie à vous? Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit. La plupart sont passés par Facebook, certains par mon éditeur. Et c'est vraiment des témoignages crève-cœur. Moi, ma femme, moi, mon mari, moi, mon frère. C'est vraiment rien de lourd. Quand on est proche aidant aussi, on vit beaucoup d'isolement. Donc, on a besoin d'une oreille qui va nous comprendre, d'une oreille compatissante. Je me suis fait un devoir de répondre à chaque personne. J'espère que j'ai oublié personne. Et non, c'était des témoignages très prenants. Et je retrouvais un peu André. Puis je me disais, écoute, non, je ne suis pas la seule à avoir trouvé ça si difficile. Et, pourquoi l'isolement? Ça vient d'où? Il y a beaucoup d'isolement, moi, à cause de la pandémie, entre autres, mais aussi, c'est que ça revient finalement au conjoint. Alors, t'es seul avec lui le soir, t'es seul la nuit, t'es seul le matin, oui, t'as une aide ponctuelle, mais ultimement, t'es seul à t'occuper de ton conjoint. Okay. Moi, j'ai eu beaucoup d'aide de ma vous étiez bien entouré, là. En tout cas, il y a l'air d'avoir beaucoup d'amis, des enfants, des conjoints. Et les anciens conjoints, là, les ex, comme je les appelle, là, mon ex. Et sa blonde, l'ex d'André et son chum, qui étaient beaucoup autour de nous. Ouais. Mais et je fais les appeler puis brailler au bout du fil. Là, je ne sais pas combien de fois ça m'est arrivé. Mais il ne reste pas moins qu'ultimement, tu es seul. C'est ta responsabilité. Il y a ça, puis il y a le système aussi. Hein, quand on lit le livre, en tout cas, on voit que vous devez constamment répéter les mêmes affaires. Il n'y a pas de suivi nécessairement d'un département à un autre. Vous devez être entendu, même qu'on remet en question le fait que vous êtes en couple. Même quand il est décédé, il faut prouver encore une fois que vous êtes en couple. La première fois que vous rencontrez un psychiatre, il vous dit « on va parler de vos problèmes conjugaux ». Alors, c'est comme si votre place, vous êtes celle qui tient à bout de bras. Oui. Mais malgré ça, il faut quand même prouver qu'on est celle qui est quand même là, qui est la proche aidante, qui est importante. Puis il faut comme se justifier quelque part. Comme on formait un couple atypique et qu'André a vécu pendant 1 an et demi en résidence avant son décès, la dernière année et demie, il a vécu en résidence pour aînés et non avec moi. Alors là, pour la rente de survivant, là, on me disait qu'il y avait une anomalie dans mon dossier parce qu'on ne vivait pas ensemble et qu'il devait donc enquêter. Je dis, pourquoi vous enquêtez? Mais vous enquêtez pourquoi? Parce qu'il y a eu une anomalie. Donc, tout ça fait que le psychiatre, à la première rencontre, je ne sais pas ce qu'André leur avait rencontré, la première fois qu'il a été hospitalisé à Notre-Dame, m'a dit, il y avait eu une réunion, il y avait André, il y avait sa résidente, le psychiatre, un travailleur social et moi. Parlons de votre problème conjugal. Ben oui, franchement. Je suis restée là, vraiment, j'ai le problème. Mais j'étais tellement fragile et à fleur de peau que j'étais incapable de rien répondre ni de me justifier parce que j'avais ouvert la bouche, je serais partie à pleurer. Donc oui, il faut se battre beaucoup. Un autre élément aussi de culpabilité que je voulais ajouter, c'est que c'est l'impatience.
Alors, dans la première phase de la maladie d'André, j'étais impeccable, tellement patiente, toujours là, puis je tenais son agenda de grand malade et tout ça. Quand ça a recommencé, là, j'étais impatiente. Oui, mais qu'est-ce qu'on mange pour souper? André, ça fait 10 fois, je te dis, fâche-toi pas. Mais non, je me fâche pas, mais tu sais, là, j'avais comme plus de patience, j'étais usée. Et ça, je me sentais très coupable d'être impatiente. Et mon père avait les mêmes impatiences avec ma mère. Et ma mère devait lui répéter, mon père devait lui répéter 10 fois par jour que c'était du poulet qu'on mangeait. Et puis, bon. Et je retrouvais les accents impatients de mon père. Ça aussi, c'est difficile. Mais il faut accepter que, oui, des fois, on peut être impatient. Puis j'en avais discuté avec André. J'avais dit, tu sais, André, je vais toujours être là, à la vie et à la mort, c'est sûr. Mais des fois, je vais être impatiente, puis je trouve que c'est un droit que j'ai d'être impatiente. Je m'excuse d'avance pour toutes les fois. Mais il vous l'accordait. Mais oui. Mais oui. C'est André, c'est tellement un bon gars. Mais je voyais bien que ça le blessait des fois. Tu sais. Je calme-moi pas. Mais non, alors, c'était comme si c'était mon enfant. Tu me traites comme un enfant. Ben, je suis entrée des fois. Quelque part, diminuer dans sa capacité de réfléchir, son discernement, des crises. Arrête de me prendre pour un enfant. Oui, regarde, as-tu pris tes pilules? Ça fait 2 fois que tu me demandes. Oui, c'est parce que je sais que tu peux. Alors, ça, ces discussions-là, c'est épuisant. Ça aussi, ça use. Je comprends. On parle de l'isolement, mais la solitude, j'ai envie de vous entendre là-dessus, Michel. Est-ce que cette solitude-là que vous avez vécue avec lui, parce que je veux pas... j'imagine que les conversations, des fois, ça devait être pas mal simple. Hein? C'était très limité quand les mots partent. Oui. En quoi c'est différent de votre solitude aujourd'hui, maintenant qu'il n'est plus là? Ben, moi, j'ai toujours aimé vivre seule. Donc, pour moi, c'est pas un problème. Donc, c'est plus... La solitude avec André, c'était l'absence de mon André, du vrai André. C'est ça qui était difficile. Mais pas... Et d'être seule à me débattre avec le système. Parce que, oui, il y avait plein de gens autour de moi. Oui, il y avait les ex. Oui, il y avait ma fille. Oui, il y avait les amis et tout ça. Mais c'est moi qui étais pris par le téléphone puis me battre avec le CLSC, me battre avec l'hôpital, me battre avec ci, avec ça. Alors ça, c'est beaucoup... C'est ça, je dis, solitude et isolement. Mais vivre seul, non. Je veux dire, j'aime vivre seul. J'ai toujours aimé vivre seul. Vous aimez votre espace. Vous l'avez prouvé, en tout cas, à plusieurs moments dans votre vie. Est-ce qu'André vous lisait? Les reportages dans la presse? Oui, toujours, parce fidèlement. Que je pense que vous avez été publié en 2022. Est-ce qu'il Ce livre-là? Pas celui-ci. Dans les oui, André a lu tous mes livres. Ouais. C'était vraiment un lecteur fidèle, pas critique du tout. Pas critique du tout? Non. Bon, ça, c'est de l'amour. Mais, oui. Mais non. André était fier de son fils, qui trouvait tellement intelligent. C'est moi qui ai fait ce grand enfant-là. Il était fier de sa blonde aussi. À cause de son trouble anxieux, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup performé au travail, si je peux dire. Mais pour moi, c'était parfait parce que la dernière chose que je voulais, c'est vivre avec un clone de moi-même. Déjà, j'ai de la misère à m'endurer. Alors, je vivrais sûrement pas avec quelqu'un qui me ressemble. André me calmait, m'apaisait. Lui, il était heureux à la maison. Il m'appelait au travail, puis moi, j'étais tout le temps dans le jus. Salut, Pitoune, qu'est-ce que ça te tente de manger pour souper? Et si je faisais un pâté chinois, ça te tente? Moi, il m'aurait dit, je fais du ballonné. Je dirais, oui. C'était réglé. Donc, il s'occupait beaucoup de moi, de la maison et de tout ça. Là. Donc, les rôles étaient comme un peu inversés, si je peux dire. Si vous avez lu avec ma bête, qu'est-ce qu'il en aurait pensé? Je sais pas. Des fois, je me sens coupable encore une fois, d'avoir écrit ce livre-là parce que André était très fier. Et quand il faisait des crises où il se mettait nu puis il voulait courir après les gens, quand il me menaçait de mort, de m'étouffer, il était tellement malheureux. Il se sentait tellement coupable. Mais il s'en souvenait? Ah oui, il se souvenait de tout. Et pourquoi je suis comme ça? Parce que quand je faisais des crises à l'unité psychiatrique, il l'envoyait aux soins intensifs psychiatriques. Et là, je l'appelais. Aux soins intensifs, j'allais le visiter aussi, mais... Puis, pourquoi je suis comme ça? J'ai tellement honte. Mais je dis, André, tu peux pas avoir honte. C'est le André malade, c'est pas toi qui fait des menaces. Mais, alors, étaler ça au grand public, je sais pas s'il aurait bien réagi. Toute notre histoire d'amour, oui. Le fait que je me donne pas le beau rôle, oui. Ah oui! Et...
Je pense qu'il y a beaucoup de tendresse, d'amour, mais de tendresse aussi de moi vis-à-vis André et d'André vis-à-vis moi aussi. Mais sa maladie, les manifestations de sa démence, là, je suis pas sûre qu'il aurait aimé ça. Mhm. Oui. Est-ce que pour vous, ce livre-là, c'est un point final sur une histoire ou au contraire, ça ouvre une porte sur autre chose? Non, je pense que c'est un point final. Là. Je tourne une page et puis je souhaite pas ça à personne, mais je sais qu'avec le vieillissement de la population, il va y avoir de plus en plus de cas comme ça, de couples âgés, fragiles, dont le conjoint est malade. Mhm. Alors, je leur souhaite toute la chance possible. Et j'espère surtout que les ressources seront là. Il y en a des ressources, mais elles ne sont pas suffisantes. Oui, puis encore, faut-il savoir à quelle porte aller frapper. Là, dans votre cas, c'était un peu complexe parce que c'était pas une dégénérescence, disons, physique. C'était pas clair. Il y avait plusieurs départements, tout ça. Il relevait de la psychiatrie, il relevait aussi de la neurologie. La neurologie était dépassée par le volet psychiatrique et la psychiatrie était dépassée par le volet neurologique. Alors, tout ça c'était très complexe, c'était deux hôpitaux différents, comme pour ne pas faciliter les choses. Mais André a eu vraiment des bons médecins, des médecins très dévoués. Sinon, je ne sais pas comment je serais passée à travers. Effectivement, Dr Clément aussi, qui est une psychiatre, qui est devenue votre psychiatre parce qu'elle s'occupe aussi des proches aidants. Je la vois toujours aujourd'hui. Ça va faire 5 ans en avril. Là. Mais je ne sais pas ce que j'aurais fait sans elle. Il y a des gens extraordinaires dans le réseau de la santé. On les rencontre et on le sent bien dans Ma bête aux éditions Boréal. Michel Ouimet, en terminant, comme effectivement, c'est un sujet qui deviendra de plus en plus important dans les prochaines années. Comment on peut se préparer à ce qui nous attend? Quand on voit, on a des parents vieillissants, on a des proches qui commencent à tomber malades. Comment on peut se préparer à la lumière de votre expérience? Bien, premièrement, le gouvernement, il faudrait qu'il lâche un petit peu ses lunettes roses, là, de dire « Occupez-vous, c'est bien, il faut rester à la maison. » Mais oui, mais toujours, donnez les moyens. Donnez les moyens. Oui, on va garder, c'est formidable d'être à la maison et de ne pas être dans un CHSLD ou dans je ne sais pas trop quoi. Mais si vous ne donnez pas les moyens, c'est comme si le gouvernement s'en lavait les mains. Donc, ça, première étape. Et qu'il y ait des vraies ressources et que les ressources répondent. Ensuite, comment se préparer? Je pense qu'on n'est jamais prêt à vivre quelque chose comme ça. Mais moi, je pense qu'il faut aller chercher de l'aide. Moi, j'ai été chercher de l'aide et je sais pas ce que j'aurais fait sans cette femme-là, Dr Clément, qui m'a vraiment beaucoup aidé, beaucoup soutenu, qui m'a écouté pleurer pendant je sais pas combien d'heures dans son bureau, qui m'a aidé à voir clair aussi, à départager, à faire un peu de la paix avec toute cette culpabilité-là qui m'accablait et m'écrasait. Donc, il faut aller chercher de l'aide. Puis, il faut aussi que le gouvernement arrête de s'en laver les mains et arrête de dire que tout fonctionne bien. Non, tout ne fonctionne pas bien. Alors, il faut qu'il y ait plus de ressources. La population vieillit, là. Il va y avoir de plus en plus de cas. Pensez-vous que ça vaut la peine d'avoir ces discussions-là sur l'aide médicale à mourir, sur les mandats d'invalidité, sur les limites aussi? Moi, s'il arrive telle chose, je veux qu'on me débranche, par exemple. Des conversations. Mais l'aide médicale à mourir, tout le volet santé mentale. On n'y est pas encore. Mais non, le gouvernement fédéral a remis ce volet-là à plus tard. Je pense que si l'année prochaine ou dans 2 ans, ou en tout cas, c'est parce qu'ils ont dit qu'on n'est pas prêt, parce que c'est extrêmement complexe. Et c'est vrai que c'est complexe, mais c'est pas parce que c'est complexe qu'on fait rien. Alors, le gouvernement du Québec a agi un petit peu. Ils ont dit, on va demander au DPCP, au directeur des poursuites criminelles et pénales, de ne pas pénaliser un médecin qui va donner l'aide médicale à mourir à quelqu'un qui a fait une demande anticipée. Parce que c'est pas permis par le code criminel. Ça, faut que ça débloque. Faut que ça débloque. Et il y a aussi tout le fait de la santé mentale. Oui, mais on veut pas, on est contre parce que si jamais on trouve des nouveaux médicaments pour soulager le malade, est-ce que le malade peut décider pour lui-même, là? Oui, puis à quel moment ça suffit? Et ça, c'est compliqué. Pour ce qui est des cas de démence et d'Alzheimer, c'est compliqué parce que la personne qui est consciente, moi, j'apprends que je suis Alzheimer. Et je dis, quand je vais être à tel stade, je vais mourir. Mais quand je vais être rendue à tel stade, je ne voudrais plus mourir. Mais non. Alors, qui a préséance? Oui, c'est ça, le mois d'avant. La personne lucide qui l'a demandé, c'est ça. ou la personne qui est rendue à ce stade-là et qui ne veut pas mourir. En tout cas, pour se préparer, parce que vous mettez beaucoup de détails, puis on apprend tout ce qu'on doit faire avant, pendant et après ce récit-là, qui est un roman aux éditions Boréal. Je vous le recommande, Ma bête de Michel Ouimet. Merci infiniment d'être venu. Merci de m'avoir reçu. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié la discussion. Si le contenu vous a plu, on vous invite à partager l'épisode et à laisser un avis sur la plateforme de votre choix.
Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet au stromspa.com. En vous abonnant à notre infolette, soyez certain de ne rien manquer. Merci pour votre précieuse écoute et au plaisir de vous retrouver lors du prochain épisode. À bientôt!